Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Pour commencer, pour vous présenter rapidement Terre de Liens, qui est un mouvement citoyen qui existe depuis un peu plus de 15 ans. Et à la base, un peu comme ici, c'est un groupe de citoyens qui s'est posé des questions sur comment est-ce que collectivement on peut ensemble protéger les terres agricoles et favoriser l'installation de paysans et de paysannes. Donc c'est vraiment un mouvement citoyen un peu issu des GFA à l'époque, mais qui se posait la question comment le mouvement des GFA, du Larzac, etc., le répétait à plus grande échelle en France et dans un objectif aussi de très long terme de protection des terres agricoles. Et comment aussi redonner concrètement, remettre aussi dans le débat public la question des terres agricoles et de leur protection, et aussi cette question de, finalement, les terres agricoles, est-ce que ce ne serait pas un bien commun et comment le concrétiser, cette idée-là de terres agricoles bien commun. Donc aujourd'hui, au bout de 15 ans, le réseau Terre de Liens, on appelle ça le mouvement Terre de Liens, parce qu'en fait, c'est un réseau qui est structuré en 3 grands piliers. Il y a tout un réseau associatif qui représente vraiment ces citoyens qui se sont mobilisés pour la protection des terres agricoles. Donc le réseau associatif, moi par exemple, je suis salarié de Terre de Liens Île-de-France. On est 3 salariés, il y a une quinzaine de bénévoles membres du CA et on a une centaine de bénévoles actifs avec nous sur le territoire. J'expliquerai ce qu'on fait tout à l'heure, avec à peu près 1000 adhérents aujourd'hui. Des associations comme Terre de Liens, il y en a dans toutes les régions, donc il y en a une vingtaine aujourd'hui avec une fédération. Et du coup, je disais pour concrétiser cette idée de la terre est un bien commun et comment est-ce que des collectifs de citoyens peuvent acquérir du foncier, Terre de Liens s'est doté de 2 outils. Une foncière, Terre de Liens, qui existe depuis à peu près 15 ans maintenant. La foncière, elle est habilitée aujourd'hui à recevoir de l'épargne citoyenne. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quel citoyen peut placer de l'argent dans la foncière, c'est placer son épargne dans la foncière, donc c'est bien de l'épargne, c'est pas du don, mais c'est de l'épargne solidaire, donc c'est pas de l'épargne qui va rapporter de l'argent, c'est vraiment pour participer à l'acquisition collective de fermes, de terres agricoles. Et donc la foncière, son objectif, c'est d'acheter des terres, de jamais les revendre. Donc le premier objectif, c'est de sortir les terres agricoles de la spéculation, de l'urbanisation. On les protège sur le très long terme. Et ensuite, l'objectif, c'est de permettre l'installation ou la confortation de paysans et de paysannes en agriculture biologique, mais aussi dans un mouvement d'agriculture paysanne, donc de circuits courts, d'agriculture respectueuse de l'environnement, d'agriculture aussi qui favorise l'emploi, donc aussi socialement positive, etc. Et donc la foncière, du coup, par exemple, quand on a une ferme, je l'illustrerai après avec des exemples franciliens, mais c'est vraiment l'idée de se dire derrière, en fait, une ferme foncière, c'est 10, 20, 30, 40, 100, 200 citoyens qui ont pris des parts dans la foncière pour cette ferme-là. Et donc, c'est plein de citoyens qui finalement sont propriétaires. Et donc, c'est comme ça qu'on fait de la terre un bien commun. Ça, c'est pour la foncière. Et l'autre outil, qui est né un tout petit peu après la foncière, c'est la fondation Terre de Liens. La fondation, elle est habilitée à recevoir des dons et aussi des legs de fermes en nature, etc. Donc aujourd'hui, il y a ces 3 outils. Un mouvement associatif qui accompagne des projets de citoyens, qui monte des projets sur les territoires, qui est au contact avec les acteurs du territoire, avec les acteurs du foncier agricole comme la SAFER, avec les collectivités territoriales, avec des porteurs et des porteuses de projets. La foncière qui achète des fermes, ne les revend jamais et gère des fermes du coup sur le très long terme. Et la fondation qui fait la même chose, mais avec qui elle n'est pas habilitée à recevoir de l'épargne citoyenne, mais des dons. Et donc pour recentrer un petit peu sur l'Île-de-France, donc à Terre de Liens Île-de-France, on est sur un territoire un peu particulier. Comme on le voyait, on est sur un territoire principalement urbain. J'ai préparé moi quelques
quelques diapos vraiment très courtes pour aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe sur les espaces agricoles, comment ils sont structurés, à quoi ça ressemble en Île-de-France et justement c'est quoi les terres agricoles qu'on veut protéger, etc. Du coup, en Île-de-France, on est un des territoires où la foncière et la fondation ont acheté très peu de fermes. On en a 6 aujourd'hui, 7 bientôt. C'est pas beaucoup, parce que sur toute la France, la foncière et la fondation sont aujourd'hui propriétaires de 230 fermes à peu près, ce qui représente 6000 hectares de terres agricoles protégées. Et donc on est structuré en gros en sur Terre de Liens Île-de-France, on est structuré en 3 pôles, représentés à peu près par 3 salariés. J'ai une collègue qui fait de l'accompagnement de collectivités. Parce que, alors effectivement, on est sur un territoire complexe, on n'achète pas beaucoup de fermes parce que le foncier agricole est ce qu'il est, mais par contre, les collectivités territoriales, les communes, les communautés d'agglo, se posent de plus en plus la question de la protection des terres agricoles, se posent la question de la réappropriation de leur alimentation, et notamment pour approvisionner les écoles, les cantines, etc. Donc ça, c'est vraiment un point qui est en train de monter en puissance et on est de plus en plus contacté sur ces questions-là. J'ai une autre collègue qui accompagne les citoyens et les citoyennes, donc c'est faire de la mobilisation citoyenne, sensibiliser aussi les urbains mais aussi les ruraux à la protection des terres agricoles et accompagner des groupes de citoyens comme ici qui se posent des questions sur la préservation du foncier, etc. On a en Île-de-France ce qu'on appelle des groupes locaux, on en a une dizaine sur tout le territoire, en milieu urbain, mais aussi beaucoup en milieu rural, qui localement se mobilisent pour protéger acquérir du foncier, protéger du foncier, accompagner des porteuses et des porteuses de projets. J'illustrerai tout à l'heure. Et donc du coup, un pôle où là, c'est plutôt moi qui m'occupe de ça en Île-de-France. On va rencontrer des gens qui ont des fermes ou des terres à céder, des propriétaires privés, des propriétaires publics, accompagner des porteurs et des porteuses de projets qui souhaiteraient utiliser ces terres-là pour développer une agriculture biologique et paysanne, et puis donc trouver des moyens pour que les terres libres puissent rencontrer des porteurs et des porteuses de projets, et puis ensuite imaginer des montages, soit c'est une acquisition par la foncière ou la fondation qui ensuite mettra à bail aux porteurs de projets, soit il y a d'autres moyens aussi d'imaginer protéger ces terres-là pour permettre des installations comme la constitution d'une ESCI ou d'un GFA citoyen, etc. Voilà, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Donc je vais illustrer tout ça tout à l'heure à travers des exemples de projets qu'on a accompagnés en Île-de-France. L'association Terre de Liens Île-de-France, elle existe depuis 10 ans maintenant à peu près. 10 ans, 7-8 fermes et plusieurs projets accompagnés. Et du coup, pour compléter l'exposé qui a été fait à travers les cartes sur la géographie et l'urbanisation, on m'avait demandé de parler un petit peu du contexte agricole en Île-de-France. Et du coup, j'ai ramené ici un petit quiz. Vous savez, quand on parle de terre agricole, on parle d'hectares, on ne parle pas en mètres carrés. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, donc c'est un septième. Un terrain de foot, c'est 0,7 hectares, donc on voit un petit peu près là ce que ça peut représenter un hectare. Et donc, à votre avis, en Île-de-France, les terres agricoles, donc sur lesquelles on peut développer vraiment des projets d'installation agricole pour une production alimentaire, représenteraient plutôt 600 000 hectares, 1 200 000 ou 100 000 hectares, selon vous? 1 million? C'est 600 000 hectares. En Île-de-France, il y a à peu près 20% des sols qui sont artificialisés, 30% de sols naturels, donc c'est les bois, etc., et 50% de sols agricoles. Donc, malgré ce qu'on peut penser, l'Île-de-France est quand même une zone agricole. La moitié des sols sont agricoles. Et si on compare au reste de la France, il y a à peu près 60% des sols qui sont agricoles et 40% qui sont des espaces naturels ou artificialisés. Et pour compléter ce que disait JB tout à l'heure, on perd à peu près chaque année en Île-de-France 1300 hectares de terres agricoles. Alors, sur la perte des espaces agricoles, c'est un phénomène qui existe, et notamment en Île-de-France, il y a une énorme pression d'urbanisation, hein, on le voit. L'espace urbain s'est vraiment propagé les 30-40 dernières années. On est toujours sur un rythme de disparition des espaces agricoles, mais la vitesse de disparition des espaces agricoles diminue parce qu'on a quand même mis en place tout un tas d'outils
pour protéger les espaces agricoles à travers ce qu'on appelle les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui vont sanctuariser des zones agricoles et tout un tas d'autres outils comme des zones. Enfin voilà, il y a des zonages en fait juridiques qui protègent les terres agricoles. Donc ça permet de limiter la perte des espaces agricoles. Et il y a aussi normalement un paradigme aujourd'hui dans l'urbanisation où, notamment en Île-de-France, on va plus essayer de construire sur l'existant, de remplir les interstices que d'aller bétonner les zones agricoles. Donc ça permet de diminuer un peu ça. Donc on espère que ce chiffre-là va baisser par la suite, mais on est toujours sur une baisse importante des espaces. Donc 600 000 hectares de terres agricoles, et à votre avis, ça représente combien d'exploitations agricoles? Plutôt 1500, 10 000 ou 5 000? 1500. 5 000 exploitations agricoles sur 600 000 hectares. On a sur ces 5 000 hectares 4 300 qui sont qualifiés de moyennes et grandes. En Île-de-France, la taille moyenne des exploitations agricoles, c'est une centaine d'hectares, et il y en a qui font même plus de 100 hectares. Ce qui s'est passé aussi beaucoup, c'est qu'on perd toutes les petites exploitations diversifiées, comme le maraîchage, l'horticulture et l'élevage, au profit de grandes exploitations tournées vers l'agriculture conventionnelle, céréalière, etc. En 40 ans, on a perdu 66% des exploitations agricoles, et sur les 10 dernières années, on en a encore perdu 20%. Donc du coup, se pose derrière la question justement de la taille moyenne des exploitations agricoles. En Île-de-France, est-ce qu'à votre avis, on est plutôt autour de 50 hectares, 110 ou 130? 110, ouais, je l'ai entendu, je crois que c'est ça. Et donc on est typiquement sur une diminution du nombre d'exploitations agricoles et en parallèle une augmentation de la taille moyenne de ces surfaces agricoles. Donc c'est ce qu'on voit très bien sur les cartes, ce que j'expliquais. C'est une spécialisation vers la grande culture. Donc 40% de la SAU, c'est la surface agricole utile, donc c'est les 600 000 hectares. 40% de ces 600 000 hectares en Île-de-France sont occupés par des exploitations qui font plus de 200 hectares. Voilà, ça donne une idée un peu précise. En Île-de-France, on est sur une région agricole, certes, mais très spécialisée vers la grande culture, avec très peu d'exploitations et des exploitations qui cultivent énormément de terres, mais avec 1 ou 2 exploitants sur des centaines d'hectares, quoi. Et ce qu'on voit sur la carte il y a 40 ans, dans les années 70, même plus que 40 ans, en vert, c'est les surfaces cultivées pour du maraîchage. Et donc on voit qu'on avait vraiment plein de petites exploitations maraîchères dans la petite couronne. Dans les années 2000, tout ça, ça a éclaté, et on a quelques surfaces maraîchères qui subsistent, mais qui sont allées plus loin dans les terres. Et ça, c'est un constat sur l'arboriculture. C'est en bleu, en fait, c'est les surfaces de vergers cultivées. Et on voit qu'en 30 ans, on a perdu énormément de vergers en Île-de-France. Donc ça illustre toujours cette spécialisation vers la grande culture. Le marché foncier, c'est la part de surface qui chaque année se vend. Donc c'est la part de surface qui chaque année va être libre pour permettre de les acheter pour des autres agriculteurs et agricultrices pour y développer leurs projets. À votre avis, ce marché foncier francilien, elle représente 18% des 600 000 hectares, 8% des 600 000 hectares ou 0,8% des 600 000 hectares. Donc c'est 0,8% des 600 000 hectares. Ça veut dire que le marché foncier en Île-de-France, il est très, très, très serré. Il y a très peu de terres qui se vendent chaque année. On a environ 4 500 hectares de terres agricoles qui, chaque année, sont à vendre. À titre de comparaison, en Île-de-France, on est à 0,8% des terres qui, chaque année, sont libres et à la vente. En France, on est à plutôt 1,5%. Donc, quand j'expliquais tout à l'heure que Terre de Liens, par exemple, on n'a pas acheté beaucoup de fermes en Île-de-France, c'est aussi pour ça, quoi. Là, on a un marché foncier très compliqué, il y a très très peu de terres libres chaque année. Donc sur ces terres qui se vendent, alors ça c'est pour vous donner vraiment un grand ordre d'idée, la question du prix du foncier, on pourrait en débattre pendant longtemps et c'est pas si simple que ça, mais juste pour avoir un ordre d'idée, selon vous, ces terres qui se vendent en Île-de-France, elles se vendent à quel prix? Entre 4 000 et 8 000, 8 000 et 12 000 ou 12 000 et 16 000? Non, c'est au milieu. Et donc ça, je vous ai sorti les références 2016 des prix des terres et prêts libres. En Île-de-France, en gros, on est en moyenne autour de 10 000 euros de l'hectare, alors que dans le reste de la France, on est plutôt en moyenne autour de 6 000 euros de l'hectare. Donc en plus d'avoir très peu de terres qui se vendent,
les terres sont beaucoup plus chères en Île-de-France, principalement dû à la pression de l'urbanisation. Je crois que c'est la dernière petite diapo de contexte. À votre avis, quelle est la répartition entre propriété et fermage en Île-de-France? Donc, la différence, je l'explique. Un agriculteur, il peut être soit propriétaire des terres qu'il cultive, soit il peut être fermier, c'est-à-dire en location, c'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est quelqu'un d'extérieur qui est propriétaire. À votre avis, en Île-de-France, les agriculteurs sont plutôt propriétaires de leurs terres ou plutôt fermiers? Ça a été dit tout à l'heure, mais ils sont à 85% de la surface et en fermage. Donc ça montre bien en fait le contexte de l'Île-de-France. Souvent, si je simplifie, mais ça donne une image, les fermes franciliennes, c'est des très grandes fermes, entre 100 et 200 hectares, avec un chef d'exploitation ou une famille qui va cultiver. Ils vont avoir une toute petite partie de leur exploitation en propriété et une grande partie en fermage auprès de différents propriétaires. Un seul agriculteur, il peut avoir entre 10 et 15 propriétaires différents. Et donc ça rend très compliqué aussi l'accès au foncier, parce qu'on imagine que un agriculteur comme ça part à la retraite. On se dit, ah bah chouette, il y a 100 hectares qui potentiellement vont être libres, mais en fait, on ne sait pas, il faut aller voir chaque propriétaire pour vraiment reconstituer une ferme et être sûr que la personne qui va s'installer derrière puisse avoir accès à toutes ces terres-là. Donc on a des exploitations principalement de grandes cultures, des centaines d'hectares, avec des agriculteurs qui sont principalement non propriétaires de leurs terres. C'est ça un peu la ferme classique en Île-de-France qui font du blé, de l'orge et du colza sur le territoire. Je crois que je l'ai mis, non je ne l'ai pas mis, mais c'est beaucoup moins. Si je schématise encore une fois très rapidement, il y a une grosse différence en France entre le nord de la Loire et le sud de la Loire, où dans tout le quart nord-est et au nord de la Loire, on est sur ce modèle-là, avec des agriculteurs principalement fermiers, alors que plus on descend vers le sud, on a plutôt des agriculteurs sur des plus petites fermes et plutôt propriétaires de leurs biens. Donc ça crée un marché foncier un peu différent. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi on a cette typologie-là. Et pour finir quand même sur une note un peu plus positive sur l'agriculture biologique, à votre avis, en Île-de-France, quelle part de la SAU est en agriculture biologique? Plutôt 3%, 5%, 1%? Non, 3,3%. En gros, le truc très positif, c'est qu'il y a une augmentation ces dernières années de l'agriculture bio en Île-de-France, parce que, contrairement à ce qui se passait pendant longtemps, où c'est plutôt les petites exploitations spécialisées ou des petites installations en maraîchage qui s'installaient sur des petites surfaces en maraîchage bio, en AMAP, etc., on constate depuis 2-3 ans une réelle vague de conversion chez les céréaliers. Donc ça veut dire de plus en plus de surfaces converties à l'agriculture biologique. Alors c'est que l'agriculture biologique, après c'est peut-être pas l'agriculture paysanne, c'est peut-être pas du circuit court, donc ça pose d'autres questions. Mais bon, c'est quand même assez positif en termes de dynamique du bio sur le territoire. Pour résumer, l'Île-de-France, donc un marché foncier très étroit, très peu de terres qui se vendent, des terres chères, plus chères que dans le reste de la France, des exploitations grandes, 100 à 200 hectares, donc des céréaliculteurs, beaucoup de propriétaires différents et des agriculteurs qui ne sont pas propriétaires de leurs terres. La population agricole est vieillissante et elle va partir en retraite. Et la question de la transmission est vraiment très importante. Notre réseau, le réseau de Terre de Liens, en Île-de-France, on s'est mis en réseau avec d'autres structures, le réseau des AMAP Île-de-France, une couveuse qui s'appelle les Champs des Possibles et le GAB, et depuis 10 ans pour constituer une association qui s'appelle Abiosol. Cette association Abiosol, elle est née il y a une dizaine d'années et a principalement au démarrage accompagné des jeunes maraîchers et des jeunes maraîchères qui se sont installés sur le modèle du maraîchage bio en AMAP, sur des surfaces entre 2, 5, 10 hectares pour les plus grandes exploitations. Et souvent pas sur des fermes à transmettre, mais qui ont créé des activités sur des fermes nues. Mais pour moi, une des questions qui se pose aujourd'hui, et nous, des réflexions qu'on a au sein de l'asso, au sein de Terre de Liens aujourd'hui avec Abiosol, c'est de se dire, en fait, il y a plein de grosses fermes là qui vont être à transmettre. Ces fermes-là que j'expliquais, avec un grand corps de ferme, notamment dans la Brie, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment ces grandes cours carrées briardes avec autour une centaine, voire plus d'hectares cultivés.
Et en fait, ces fermes-là vont être à transmettre parce que les agriculteurs vont partir à la retraite. Et qu'est-ce qui se passe majoritairement aujourd'hui en Île-de-France? C'est que ces terres-là, elles partent à l'agrandissement. C'est-à-dire que les hectares, en fait, ils sont donnés à des voisins qui, eux, ne font que s'agrandir. Donc l'agrandissement là, qu'on a vu dans les quelques chiffres, il fait que s'accélérer en Île-de-France. En plus, comme ce sont des agriculteurs qui sont déjà installés, ils n'ont pas besoin du bâti. Donc les corps de ferme qui sont pour moi un patrimoine rural qu'il faut conserver, en fait, ils sont aujourd'hui beaucoup en déshérence puisqu'il n'y a plus d'usage en fait, de ces corps de ferme-là. Les personnes qui prennent des terres à leurs voisins pour s'agrandir, ils n'en ont pas besoin. Et donc la vraie question, c'est génial d'installer plein de maraîchers bio en AMAP qui font du circuit court. Il faut continuer à faire ça, c'est vraiment une dynamique qu'il faut continuer à accompagner en Île-de-France. Mais il y a aussi, et nous on se pose la vraie question de l'accompagnement des fermes, de ces grandes fermes-là et de la transmission de ces fermes-là. Et aujourd'hui, on porte quelques projets d'agriculture collective parce que, évidemment, que les projets qu'on accompagne, on n'accompagne pas des futurs céréaliers qui ont envie de s'installer sur 200 hectares. On accompagne plutôt des gens qui sont portés par une motivation d'agriculture bio, d'agriculture paysanne. Donc c'est sur des plus petites surfaces, plus spécialisées, avec aussi réapporter de la valeur ajoutée sur les fermes en amenant des ateliers de transformation, typiquement des paysans boulangers, qui vont cultiver 60-70 hectares en grande culture, parfois transformer même le grain en farine à la ferme, et puis avoir un fournil sur la ferme et faire directement son pain. Et aussi en termes d'élevage, on accompagne aussi plutôt des gens qui vont faire du petit élevage, donc ovins, bovins, caprins, avec une soixantaine ou une centaine de mères et qui vont transformer en fromage en fait, sur leur exploitation. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on pense qui est important aussi, c'est de trouver les outils et les moyens pour accompagner la transmission de ces fermes-là et la transition de ces modèles de grandes fermes conventionnelles, céréalières, tournées vers les coopératives, etc., vers des fermes diversifiées qui vont accueillir en fait une agriculture collective avec 3, 4, 5 agriculteurs qui vont avoir des usages, qui vont travailler ensemble sur une même ferme dans un modèle diversifié, quoi. Voilà. C'était pour le contexte un peu, vous donner un peu des billes sur le contexte foncier. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Pour répondre à ta question, je vais aussi dire pourquoi est-ce qu'on a créé Abiosol aussi. C'est qu'aujourd'hui, normalement, quelqu'un qui veut devenir agriculteur, il fait une formation agricole classique, il va voir la chambre d'agriculture et il s'installe. Et en fait, on a remarqué les 10-15 dernières années que beaucoup de gens qui étaient justement sur des parcours, ce qu'on appelle les hors-cadres familiaux, donc des gens qui ne reprennent pas les terres familiales, qui ne reprennent pas les fermes familiales, qui étaient souvent des urbains, avec généralement quand même diplômés, un bac+5, qui ont fait une autre profession avant, et qui souhaitent se reconvertir à l'agriculture. Ces gens-là, quand ils allaient voir les chambres d'agriculture, en fait, les chambres d'agriculture ne répondaient pas à leurs besoins, ils ne se sentaient pas compris, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on a construit Abiosol, avec vraiment l'objectif d'accompagner ces personnes-là et de les accompagner sur le temps long. Parce qu'une reconversion vers l'agriculture, en fait, quand on ne vient pas du milieu, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on n'est pas inséré dans le territoire. Du coup, pour trouver du foncier, c'est très compliqué. Ça prend du temps parce que c'est plein de compétences à acquérir qui peuvent que s'acquérir par le terrain. Ça demande de la formation, etc. Et donc nous, au sein d'Abiosol, le profil type, même si il est très... Je pense qu'il est très diversifié là-dedans, plutôt des trentenaires, des hors-cadres familiaux, urbains, en reconversion professionnelle, et beaucoup de femmes aussi. Quasiment la moitié des personnes qu'on accompagne sont des femmes. Alors que je ne suis pas sûr je ne connais pas les stats, mais je ne pense pas que la plupart des chefs d'exploitation agricole soient des femmes aujourd'hui. Donc c'est un peu ça le profil. Ouais, je vais peut-être illustrer avec quelques projets qu'on a accompagnés en Île-de-France. Ça, c'est une ferme
acquise par la foncière Terre de Liens à Milly-la-Forêt. C'est un modèle que je trouve intéressant parce qu'il illustre un peu ce que je racontais. Cette ferme-là, en fait, c'était une ferme qui fait une quinzaine d'hectares, donc c'est pas très grand, mais c'était une ferme de maraîchage conventionnel à l'époque, avec une forte production, assez spécialisée, et qui était essentiellement tournée vers Rungis. Et du coup, c'est bête, j'ai pas de plan, mais en gros, il y a 15 hectares de terre et 2 énormes hangars de part et d'autre qui, en fait, permettaient d'accueillir des semi-remorques qui, mettaient les légumes dessus et ça partait sur Rungis. Et les cédants de ces fermes-là, quand ils sont partis à la retraite, ils n'avaient pas de repreneur. Et du coup, avec Abiosol et la foncière Terre de Liens, on a construit un projet qui fait que cette ferme, où il y avait un couple d'exploitants qui vivaient, bon, certes, ils avaient des salariés, aujourd'hui, elle s'est transformée en 3 petites fermes. La foncière Terre de Liens, grâce à de l'épargne citoyenne, a racheté aux cédants une partie de la ferme, a acheté environ 10 hectares avec les 2 grands hangars agricoles. Et ces 10 hectares, en fait, aujourd'hui, c'est 2 installations, c'est 2 fermes différentes en maraîchage diversifié, bio, 100% en AMAP. Et les hangars agricoles, avec la foncière Terre de Liens, on les a transformés. Et une partie de ces hangars sont devenus des maisons d'habitation pour les fermiers. Donc là, on voit à gauche, c'est Thomas, à droite, c'est Victor. Donc en fait, ils sont tous les deux installés côte à côte, ils sont voisins, tous les deux sur un modèle de maraîchage bio en AMAP. C'est aussi des fermes que je trouve intéressantes parce que l'implication citoyenne, elle existe via Terre de Liens et l'acquisition de foncier, puisque c'est du foncier citoyen, vu que c'est Terre de Liens qui l'a acheté. Mais c'est aussi des fermes qui sont accompagnées par les AMAP locales, donc des AMAPiens, des citoyens, qui ont accompagné l'installation de Victor et Thomas, qui aujourd'hui vont filer des coups de main sur la ferme, les aider à passer des coups durs, etc. Donc c'est vraiment ce modèle aussi, je trouve, de l'agriculture qui devient aussi citoyenne et où les citoyens reprennent en fait leur place dans l'agriculture. Et voilà. Et il y a aussi un éleveur de volailles qui s'est installé à côté. Donc c'est vraiment sur une typologie de ferme très spécialisée et pas orientée vers le circuit court. On a créé 3 fermes 100% en AMAP, orientées vers le circuit court et avec une dimension citoyenne dedans. Un exemple pour parler de SCI justement, pas de GFA mais de SCI, c'est sur le plateau de Saclay, que je pense tout le monde connaît, avec les pressions d'urbanisation qu'on connaît tous, l'université, le métro du Grand Paris, etc. Et dans les années 2000, il y a des citoyens qui se sont constitués en SCI pour racheter des terres agricoles du plateau dans l'objectif de les préserver, en se disant on est propriétaire, on a la maîtrise foncière et on est sûr que ces terres, on va tout faire pour les maintenir dans l'agriculture et ne pas éviter qu'elles soient urbanisées. Cette ferme, en fait, ces terres, elles sont cultivées par un exploitant du plateau de Saclay qui a une grande ferme qui fait 237 hectares au total. Et en fait, donc cet agriculteur, il fait beaucoup sur son corps de ferme, en fait, est née la toute première AMAP d'Île-de-France. Donc il y avait un maraîcher à côté qui venait approvisionner les légumes et l'agriculteur qui était encore en conventionnel, qui avait une toute petite partie en bio à l'époque, qui faisait des pommes de terre en bio, approvisionnait la MAP en pommes de terre bio. Et bref, avec ça, il y a eu des citoyens se sont rencontrés à travers la MAP. C'est aujourd'hui une des plus grosses AMAP d'Île-de-France. Et petit à petit aussi, ils se sont posé les mêmes questions qu'ici. Au-delà d'être consommateur, comment est-ce qu'on peut aussi agir pour protéger les terres du plateau, parce qu'on sent qu'il y a une pression d'urbanisation énorme ici. Et donc, ils ont créé la SCI Terre Fertile et ils ont acheté 20 hectares qui, à l'époque, étaient à vendre. Et du coup, le céréalier qui exploitait les 230 hectares, il ne pouvait pas les acheter. Et donc, les citoyens, d'un côté, se sont constitués en SCI pour acheter les terres, les protéger et aussi pérenniser l'activité de l'agriculteur. Cet agriculteur, il avait déjà à l'époque l'objectif de passer en bio,
Mais après, c'est pas si simple pour un céréalier sur 230 hectares de passer au bio. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis, donc ça c'était dans les années 2000, aujourd'hui en 2020, les 230 hectares sont en bio. L'agriculteur, il a créé un fournil à la ferme, donc il fait une activité de pain, il emploie 4 salariés, je crois. Et tout ça aussi, tout ce processus-là, c'est parce qu'il y avait les citoyens en AMAP, c'est parce qu'ils se sont constitués en SCI pour le soutenir, qu'il a aussi pu arriver à ce modèle-là. Donc la SCI, malheureusement, elle a été un peu victime de son succès. En fait, donc dans la SCI, en fait, ils ont acheté les terres et puis après ils ont fait appel, un peu comme Terre de Liens, à de l'actionnariat solidaire, à ce que des citoyens autres que les personnes mobilisées au sein de la MAP participent à l'achat de terres et donc prennent des parts dans la SCI pour qu'ils soient vraiment plusieurs. Et aussi pour qu'il y a quelqu'un en fait qui a acheté les terres, qui a mis le capital de départ et pour que cette personne puisse récupérer petit à petit son capital et que ce soit vraiment une propriété collective. Ils ont fait que appel à des gens du territoire, ils ont fait que appel à des gens du plateau, mais ils se sont retrouvés un petit peu dépassés puisqu'ils avaient plus de 3000 apporteurs de capitaux dans la SCI. Et donc ça, en termes de gestion, ça a fait très très peur aux 3 co-gérants de la SCI qui se disaient « Ah mais en fait, sur le long terme, est-ce que ce modèle d'une SCI avec beaucoup d'apporteurs de capitaux est tenable ?» Parce que on a plus de 1000 ou 3000 apporteurs de capitaux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pertes en ligne qui sont énormes parce qu'il y a des gens qui disparaissent, il y a des parts qui sont transmises à des enfants qui ne sont plus du tout sur le territoire, qui ne sont plus du tout impliqués dans la gestion. Et en termes de gestion, ça devenait très compliqué. Donc en 2018 ou en 2019, les gérants sont venus nous voir, sont venus voir Terre de Liens en disant « Est-ce que ça ne peut pas être intéressant que le foncier qui appartient à la SCI soit revendu à la foncière Terre de Liens ?» Parce qu'en fait, l'idée est un peu la même. Mais en fait, au lieu d'avoir une SCI qui, localement, a du mal à gérer tous ces apporteurs de capitaux, eh ben on fait appel à une structure qui est plus robuste, qui est au niveau national, qui possède des fermes, qui sait les gérer et qui sait aussi gérer les apporteurs d'épargne, etc. Donc c'est ce qui s'est passé. En gros, la SCI a vendu les terres à la foncière Terre de Liens. Les apporteurs de capitaux de la SCI ont récupéré leur capital et pour une bonne partie, l'ont remis dans la foncière Terre de Liens. Ce n'est pas pour dire que le modèle Terre de Liens est meilleur qu'un modèle de SCI ou un modèle de GFA. C'est juste pour montrer et donner aussi dans la réflexion, se dire, sur le très long terme, dans une vision vraiment de très long terme, puisque voilà, c'est un GFA citoyen ou une SCI citoyenne, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer, ou en tout cas quand ça prend la proportion qu'a pris la SCI Terre Fertile. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant que vous les rencontriez aussi, je ne sais pas si vous les connaissez. Voilà. Ah oui, bah voilà. Après, nous du coup, à Terre de Liens Île-de-France, on n'est pas pro-acquisition foncière. C'est-à-dire que le modèle de SCI ou de GFA citoyen, il répond aussi à des... Comment dire ? Il peut aussi intervenir là où la foncière ne peut pas forcément intervenir. Par exemple, en Bretagne, Terre de Liens Bretagne accompagne beaucoup plus de création de SCI et de GFA citoyens qu'il n'accompagne d'acquisition par la foncière Terre de Liens. Et nous, demain, s'il y a un collectif de citoyens, ici c'est un très bon exemple, qui vient voir l'association en disant nous on a cette idée-là et on veut rester en SCI ou en GFA citoyen parce que c'est notre projet, qu'il a du sens et que on a envie d'en garder la maîtrise. On ne va pas dire ah non, nous on fait que des acquisitions foncières parce que c'est aussi en fait un modèle d'acquisition citoyenne, c'est aussi un moyen de préserver des terres agricoles, c'est aussi un moyen d'accompagner de l'installation de paysans et de paysannes. Donc voilà, nous on essaye vraiment d'accompagner tous les types de projets sur le territoire, mais effectivement, il peut y avoir certaines limites dans le modèle SCI ou GFA. On pourra en reparler. Pour finir, on ne fait pas que acheter des terres, Terre de Liens. Comme je l'expliquais, on accompagne aussi des collectivités. Et un des derniers groupes de citoyens qui nous a contactés, c'est des gens sur la commune de Lieusaint qui se sont mobilisés
pour protéger un verger qui était menacé d'urbanisation. Ce verger, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le centre commercial du Carré Sénard. C'est un immense centre commercial qui, au fur et à mesure, a gratté sur des terres agricoles. Et aujourd'hui, c'est Grand Paris Aménagement qui est devenu propriétaire de toutes les terres agricoles, et notamment du verger qu'on voit là, et qui est encore en fait exploité par un agriculteur, mais de manière très précaire. Il a un bail précaire dessus, et du jour au lendemain, on peut lui dire, en gros, Grand Paris a le projet d'urbaniser ces terres-là, tu t'en vas et on arrache tes arbres. Donc, ces citoyens nous ont contactés, et en fait, on les a accompagnés dans la réflexion, dans la discussion avec les politiques publiques, dans la discussion avec les élus. Et aujourd'hui, ils ont constitué une association qui s'appelle Verger Vivant. L'agriculteur qui exploite ces terres, il était un peu dépassé par les événements. En plus, il était proche de la retraite. Donc, il a complètement même arrêté d'exploiter. Et donc, avec leur association Verger Vivant, ces citoyens se sont mobilisés. Ils exploitent les terres, ils exploitent les vergers dans un modèle, un modèle participatif avec plusieurs citoyens et citoyennes. Et ils essayent, de, tant bien que mal, de protéger ces terres-là, même si malheureusement, on pense qu'elles vont être malheureusement urbanisées. Donc voilà, ce qu'on fait aussi pour finir en Île-de-France, là, je l'ai pas ramené, on accompagne du coup, ce que je disais tout à l'heure, des groupes, des citoyens, des citoyennes formés en groupes locaux, un peu partout sur le territoire, et sur ces thématiques-là, de rechercher du foncier, d'accompagner l'installation de paysans et de paysannes et de protéger le foncier agricole autour d'eux. Et on a notamment développé un outil qui s'appelle la veille foncière citoyenne, parce qu'en fait, donc comme on l'a vu, l'Île-de-France, c'est un marché foncier très compliqué, il y a très peu de terres qui se vendent, et en plus, faut avoir l'information. C'est très compliqué d'avoir l'information parce que c'est beaucoup de bouche à oreille quand on n'est pas implanté dans le monde rural, quand on n'est pas... quand on n'est pas agriculteur soi-même, en fait, on a très peu accès à l'information. Donc, on essaye de développer depuis quelques années la veille foncière citoyenne. On a développé un petit guide pour aider les citoyens, les citoyennes sur leur territoire à repérer du foncier, à se mobiliser pour essayer de l'acheter, soit en faisant appel à la foncière, soit en se mobilisant à SI, GFA ou je ne sais quoi d'autre, et agir concrètement sur leur territoire. On essaye en fait aussi de donner les moyens d'agir à des citoyens. Et donc on a développé ce guide-là et on a aussi développé un outil qui s'appelle Capter, qui est une plateforme de cartographie collaborative qui permet en fait à des bénévoles sur les territoires d'être en réseau via une carte, de se dire « Ah bah tiens, là j'ai repéré ça, c'est une friche, ce serait bien d'aller voir. Ah bah tiens, moi en fait j'ai entendu que mon voisin qui est agriculteur, il allait bientôt partir à la retraite, ce serait bien d'aller le voir, etc. » Donc c'est vraiment un outil pour... encourager les bénévoles à se mettre en réseau, à partager de l'information et à cartographier des choses qui se passent sur leur territoire. Le groupe local Grand Paris Sud était un peu un des premiers groupes locaux à utiliser cette carto, et ils ont cartographié plein de friches agricoles et industrielles sur leur territoire. Alors il faut savoir que c'est très compliqué, notamment pour les friches agricoles, de les remobiliser pour permettre des installations, mais néanmoins, c'est un super outil pour aller voir les Comcom, pour aller voir les élus, en disant, mais en fait, regardez, il y a plein de friches sur votre territoire, vous avez les moyens d'agir pour une agriculture, parce que c'est souvent les collectivités qui peuvent... Et aussi, il y a plein de friches industrielles. Alors, plutôt que d'implanter de nouveaux projets, pourquoi est-ce que vous n'utiliserez pas ces friches-là, etc. Donc, c'est aussi un outil de mob citoyenne, de plaidoyer. Ouais. La foncière devient propriétaire. Et ensuite, elle met à disposition les biens qu'elle a achetés via effectivement des baux ruraux. Et donc, en fait, elle fait payer aux agriculteurs et aux agricultrices un loyer qu'on appelle le fermage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fermage, c'est encadré par la loi, parce que c'est un statut qui existe depuis les années 40 pour protéger les agriculteurs et les agricultrices. Et donc, c'est des loyers qui sont très, très bas. C'est une centaine d'euros à l'hectare ou jusqu'à 500 € à l'hectare pour des terres maraîchères, etc. Mais c'est par an. Donc c'est vraiment très très bas. Donc nous, on met en place des baux ruraux avec des fermages. Et petite subtilité dont je n'ai pas parlé, Terre de Liens n'achète pas des terres pour installer des céréaliers qui vont faire de blé, de l'orge et du colza conventionnel. L'idée, c'est vraiment de permettre le développement d'une agriculture bio et paysanne. Et donc du coup, pour faire ça, en tant que propriétaire, on n'a pas beaucoup d'outils. Parce que quand tu es propriétaire de ta terre et que tu la mets en bail, tu ne peux pas dire à l'agriculteur tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça.
le choix individuel de l'agriculteur pour le protéger. C'est pour ça qu'existe le statut du fermage. Il est entrepreneur et c'est lui qui fait son choix. Il fait son choix de mode de production, il choisit ce qu'il cultive, etc. Mais par contre, depuis quelques années, a été introduit dans le code rural ce qu'on appelle le bail rural environnemental, qui permet de rajouter dans ce bail-là des clauses environnementales qui, en fait, si elles ne sont pas respectées par le fermier, sont des motifs de rupture de bail. Et nous, ce qu'on va faire systématiquement, c'est qu'on va mettre la clause dans le bail que le fermier cultive suivant le cahier des charges de l'agriculture bio. Donc ça nous permet, c'est comme ça en fait aussi qu'on peut dire à nos actionnaires, donc des gens qui nous font confiance et qui nous donnent de l'argent, on met en place un BRE qui spécifie qu'on fait de l'agriculture bio. Donc vous êtes sûr qu'en donnant des sous, en mettant de l'action, votre action dans Terre de Liens, vous favorisez l'agriculture biologique. Qu'est-ce qui garantit qu'elles seront jamais revendues? C'est un peu technique, j'aurai pas toutes les réponses. Ce que je peux te dire, c'est que la foncière, elle est aujourd'hui reconnue ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, et elle a un mandat SIEG, je sais plus ce que ça veut dire, société d'intérêt machin général. Et en fait, là-dedans, dans ces statuts, sont inscrits la non-revente des terres agricoles. Et c'est ça, en fait, qui garantit qu'on les revendra jamais. Après, on n'est pas à l'abri que tous les actionnaires qui ont mis des biens, des parts dans la foncière les retirent et que du coup, on soit obligé de... Ben voilà, mais ce serait en fait un énorme échec. Ce serait l'échec du modèle Terre de Liens. Et après, sur la gouvernance de la foncière pour surveiller tout ça, c'est très compliqué. Mais en gros, il y a un conseil de surveillance qui est constitué de certains actionnaires, mais la gestion quotidienne des fermes de la foncière, c'est une autre structure qui est via une SARL. Et en fait, c'est un modèle de société qui s'appelle une société en commandite par action, une SCA. Alors, je ne saurais pas t'expliquer dans les détails, mais je sais qu'ils ont choisi ce modèle-là pour éviter qu'un jour, il y ait un énorme actionnaire qui vienne et qui mette plein d'argent dans la foncière et qui prenne le contrôle en fait, des orientations de la foncière. Ouais, c'est ce que j'expliquais. Du coup, on est de plus en plus contacté par des mairies, des communes ou des communautés d'agglos qui se posent la question de la réappropriation de l'alimentation locale. Du coup, on accompagne soit des collectivités qui n'ont pas de terre mais qui ont envie d'en acquérir pour permettre à terme des installations. Donc, on les aide à monter ce qu'on appelle une stratégie foncière en quelque sorte. Et de plus en plus, on est contacté par des communes qui ont du foncier et qui souhaitent y installer des paysans ou des paysannes pour faire de l'agriculture bio en circuit court. Et un des derniers exemples en date, c'est à Varennes-sur-Seine, dans le sud de Seine-et-Marne, une commune qui a en tout 7 hectares. Ils sont propriétaires, ils vont mettre un forage dessus, enfin ils vont financer un forage c'est un puits pour avoir de l'eau, ils vont financer la clôture du terrain, ils vont financer un hangar. Ils vont mettre ça à bail à aujourd'hui deux, peut-être plus par la suite, maraîchers bio, qui vont s'installer en association avec un objectif. Alors, ça, on y réfléchit parce que c'est très compliqué, mais c'est vraiment l'objectif affiché de la commune et les porteurs de projets ont aussi envie de faire ça, qu'une grosse partie de la production de ces terres-là aille directement aux cuisines scolaires de la commune. Donc, c'est des projets qu'on accompagne de plus en plus. Merci beaucoup, merci infiniment Loïc, c'était vraiment hyper intéressant.